premier orateur sera M. Patrick Caron du CIRAD, que je remercie, que je salue. Patrick est directeur général délégué à la recherche et à la stratégie au CIRAD. Il est docteur vétérinaire et docteur en géographie. Il est spécialiste de l'agriculture familiale, des systèmes agraires, de l'élevage et du développement territorial. Je vais commencer par vous dire que tout ce que je vais raconter est faux, mais que vous pouvez quand même rester si vous le voulez. Parce que je vais faire entre autres, on en avait discuté comme ça avec Antoine, un grand écart entre des situations locales, l'agriculture c'est avant tout un acte local, et puis des questions qui se posent au niveau planétaire et au niveau global. Et dans le raccourci entre le local et le global, il y a forcément des choses qui sont de l'ordre du raccourci et de la caricature, ou alors des choses parce qu'on est dans l'inconnu qu'on ne connaît pas encore. Donc j'assume ça, néanmoins je continue. Je vais aussi centrer essentiellement sur le climat, toujours par rapport au thème. Alors le climat et la désertification sont deux des trois grandes conventions environnementales qui sont nées du sommet de la Terre à Rio. Je centrerai plutôt sur le climat et éventuellement en lien avec la désertification. Le changement climatique, déjà on peut commencer par ça, c'est une certitude. Certains ne sont pas complètement d'accord, mais on peut le réaffirmer. On peut réaffirmer quelques chiffres en intro pour planter le décor du 5e rapport qui a été publié l'année dernière en 2014 du groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, GIEC, ou des fois je dirais IPCC en anglais si jamais je vais un peu trop vite. Et en particulier, je vais centrer un petit peu sur l'Afrique, pas uniquement, mais un petit peu sur l'Afrique. Il y a un chapitre du rapport du GIEC qui est consacré à l'Afrique, c'est le chapitre 22, et qui montre qu'au cours des 50-100 dernières années, qui dit oui, il y a bien une tendance à l'augmentation, et on note déjà une augmentation de 1% au cours des 50-100 dernières années. Le rapport propose aussi des scénarios de projection, et en scénario médian, c'est-à-dire si tout continue comme cela, on serait à plus de degrés en 2100 par rapport à 2000, mais il y a un scénario aussi où il y a une hausse importante, et là par contre on est à entre plus 3 et plus 6 degrés en 2100 par rapport à 2000, ce qui sont des valeurs assez considérables. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les scénarios misent sur une augmentation de la température. Du côté des précipitations, c'est moins évident. Ce qui paraît a priori acquis, c'est une réduction des précipitations dans les zones arides en Afrique du Nord et en Afrique australe. Le Sahel, c'est plus nuancé. Les projections parlent plutôt d'une baisse des précipitations à l'ouest et d'une augmentation à l'est, et puis avec des phénomènes qui sont plus localisés, comme une hausse des précipitations sur les hauts reliefs éthiopiens. Et donc on est plutôt sur des incertitudes très grandes de projection à propos des précipitations. Une autre certitude par contre, c'est l'augmentation des processus et des phénomènes extrêmes. Sécheresse, inondations, vagues de chaleur, et donc pour ce qui nous concerne en agriculture, une augmentation des stress par rapport à ces facteurs. Si je veux résumer ça, je dirais 3 certitudes. 1, une augmentation des températures. 2, une augmentation des phénomènes extrêmes. 3, une nécessité de changer les choses. Ça ne pourra pas durer et continuer comme cela. Toujours dans le rapport du GIEC et toujours dans le chapitre 22, il est dit que la majorité des pays africains auront des climats actuellement inconnus sur plus de la moitié de leur surface cultivable. Climat inconnu. Donc, grande incertitude et un ensemble de registres qui, du point de vue de l'agriculture, vous le savez très bien, sont majeurs. Je vais vous dire. Alors, on a des certitudes, mais on a également des incertitudes, bilan de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, justement, à propos de ce lien entre agriculture et changement climatique, qui s'appelle changement climatique et agriculture. Bon, maintenant, j'en viens aux relations entre agriculture, sécurité alimentaire et climat. Alors, ces relations entre ces 3 choses, agriculture, sécurité alimentaire et climat, elles sont complexes et elles ne vont pas de soi. Je vais déjà commencer par le rendement, et je ne tomberai pas dans le piège
de dire que la sécurité alimentaire est directement liée à la production agricole. J'y reviendrai après. Mais uniquement sur le rendement et sur la question du rendement en agriculture. Je vais commencer par une anecdote. Il y a plus maintenant, il y a 4-5 ans, j'avais dit à mes collègues au CIRAD, non mais c'est pas compliqué, pour ceux qui connaissent l'Afrique, c'est pas compliqué. En termes de variétés, il suffira d'aller chercher les variétés adaptées à la sécheresse 100 ou 200 km au nord, avec la cule des isoyètes vers le sud, et puis on trouvera les variétés adaptées, puisque naturellement on a le même climat que ce qu'on aura dans 20 ou dans 30 ans. Et là, mes collègues m'ont dit, mais alors t'as rien compris du tout, parce qu'en fait, c'est pas uniquement une question de précipitation, on est bien devant des combinatoires totalement inconnus et des conditions de production totalement inconnues. Une fois qu'on regarde température, humidité, présence des éléments minéraux dans le sol et dans l'air, donc on a tout à inventer, et pas uniquement transférer ce qu'on sait déjà ailleurs. Bon, ce qu'on voit, ça c'est sûr, c'est déjà des baisses de rendement. Au niveau, alors je suis désolé pour la donnée, je n'ai pas été revérifié. Au niveau blé et maïs, on dit on parle d'une chute de rendement pour le blé à partir de plus 1 degré et pour le maïs à partir de plus 3 degrés. Mais ça, c'est d'un point de vue physiologique. Et puis j'ai des collègues de l'IRD qui montrent qu'en termes de projection, on pourrait être en 2050 à moins 17% de rendement pour le blé, moins 5% pour le maïs, moins 15% pour le sorgho, moins 10% pour le mil. Le riz et le manioc, c'est plus incertain. Bon, tout ça, je vous ai dit que c'était tout faux. Je réaffirme ça ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va changer. Et qu'on est sur des processus qui nous font aller plutôt vers des stress multiples qui nous font aujourd'hui postuler une baisse des rendements. C'est en fait assez difficile à simuler et à comprendre parce que dans le changement climatique, vous avez des facteurs qui vont augmenter les rendements, comme l'augmentation de CO2 dans l'air, et puis d'autres comme les stress de température qui vont baisser, avoir tendance à faire baisser les rendements. Donc on a une combinatoire de tout ça, et on en est plutôt à postuler effectivement des baisses importantes en Afrique, et en particulier, alors là, ils ne sont pas trop trompés, sur le Sénégal, avec un démarrage tardif de la mousson, on postulerait par contre des baisses assez importantes. Je rajoute à cela, parce que ce n'est pas uniquement la température et les précipitations, les phénomènes extrêmes, donc je vous ai dit sécheresse, catastrophes naturelles et tempêtes, et je rajoute à ça un certain nombre d'émergences sanitaires, de petites maladies qu'on ne connaît pas ou qui vont changer leur rayon d'action, parce que justement l'ensemble des écosystèmes et des conditions vont changer. Donc, tout ça mis à part, effectivement, l'agriculture va bigrement changer au cours des 50 prochaines années. Alors, j'ai commencé par dire, rendement agricole, c'est pas sécurité alimentaire, et c'est pas production, c'est pas sécurité alimentaire. Oui, mais en Afrique subsaharienne aujourd'hui, 70% de la population vit de l'agriculture. Et que ce soit à titre d'approvisionnement ou à titre de revenu, ou à titre d'emploi tout simplement, on peut comprendre à quel point ces transformations peuvent avoir un impact sur la sécurité alimentaire, et un impact assez dramatique. D'autant plus que c'est dans cette même population que se concentrent, alors au niveau mondial cette fois, dans la même population des ruraux que se concentrent les gens qui sont en situation aujourd'hui d'insécurité alimentaire. Ce sont les pauvres ruraux qui concentrent la majorité des pauvres alimentaires. Donc vous pouvez voir à quel point on peut faire le pari sans trop se tromper que les transformations, les bouleversements de l'agriculture, chez justement les plus pauvres, chez les plus vulnérables, chez ceux dont les pays, les conditions sociales ne permettent pas d'avoir des volets de sécurité, à quel point cela va impacter. Et c'est d'ailleurs ce que dit toujours le rapport du GIEC, et il dit que les populations qui seront les premières affectées seront les populations rurales, pauvres, des pays en développement. Là, je ne peux pas ne pas faire le lien avec des débats qui ont eu lieu l'année dernière ici, sur le thème de l'agriculture familiale, dans le cadre de l'année internationale des agricultures familiales. On est directement aussi sur ce débat-là. Donc, dans ce contexte-là,
le changement climatique est bien un accélérateur des vulnérabilités. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et du coup, quelque chose qui va interagir avec l'ensemble des autres stress, ce n'est pas uniquement le changement climatique, mais avec les autres stress, et on peut entre autres faire le lien avec la dégradation des terres, mais aussi avec les stress d'autres natures, pour exacerber la vulnérabilité et pour dépasser, c'est comme ça que le GIEC en parle, dépasser les capacités des populations à s'adapter, spécialement si les causes de la pauvreté et de la vulnérabilité ne sont pas traitées. C'est dit comme ça dans le rapport. Donc les crises, pour moi, elles ne s'arrêtent pas là. En fait, c'est déjà dramatique en soi. C'est déjà dramatique d'imaginer qu'il puisse y avoir de l'insécurité alimentaire. C'est tout juste intolérable, d'un point de vue éthique, d'un point de vue philosophique. Mais en plus de ça, ces crises alimentaires et climatiques vont s'enchaîner les unes les autres, provoquer, je n'écris pas un scénario catastrophe, provoquer des migrations, provoquer des conflits, provoquer des guerres. Je ne fais même pas un raccourci avec ce qui est en train de se passer dans la Méditerranée en ce moment avec les processus migratoires. Ça paraît tout simplement évident. Donc on a bien là un ensemble de crises qui vont s'enchasser les unes les autres aux différentes dimensions en générant un véritable cycle vicieux. Et comme on le sait, les crises, quand elles s'enchaînent comme celle-là, ont toujours beaucoup plus d'effets que des scénarios tendanciels de transformation. Et donc, au-delà de l'inacceptable et de l'intolérable, un jugement tout simple nous amène, de bon sens, nous amène à chercher à anticiper ces choses-là plutôt que de les voir se dérouler. Donc, tout ça pour affirmer que, effectivement, l'adaptation est bien et l'anticipation de l'adaptation est bien une des clés de ce qui va se passer. En fait, l'agriculture est responsable d'environ un quart, l'agriculture et les changements des terres liés à l'agriculture, d'environ un quart des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. On dit 14% pour l'agriculture et 24% pour le total. C'est l'émission de carbone, on pense à la déforestation, c'est le protoxyde d'azote, on pense aux rizières, c'est le méthane, on pense à l'élevage. Mais au-delà de l'agriculture et des activités liées à l'agriculture, il faut, pour être sérieux, arriver à faire le bilan de l'ensemble de la chaîne. Si je prends la question de l'élevage, c'est pas uniquement l'émission de méthane, c'est aussi la captation de carbone dans les prairies. Bon, globalement, une fois qu'on fait ces bilans-là, on estime aujourd'hui à un quart des émissions. Et, paradoxe, jusqu'en 2011, l'agriculture n'était pas à l'agenda des négociations internationales dans la question du changement climatique. Ni du côté adaptation, ni du côté atténuation. Alors, il y a des bonnes raisons pour ça. Il y a 3 types de raisons. La première, c'est le fait que l'agriculture est trop importante en termes de sécurité alimentaire pour certains pays pour pouvoir se négocier sur la scène internationale. La deuxième, c'est exactement la même chose, mais du point de vue du commerce. Au commerce, à négocier sur la scène internationale ou l'entrave qui pourrait avoir des conséquences sur le commerce. La troisième est celle de qui va payer le coût de quoi, qui cotise à quoi en termes de compensation de l'atténuation, mais également en termes de prise en charge du coût de l'adaptation. Et dans ce processus on a vite fait de penser que c'est une question nord-sud, je rappelle quand même que dans ce processus d'émission, l'Afrique n'est pas du tout exemple, si je reprends l'Afrique. Avec 15% de la population totale, l'Afrique émet 11% du méthane et 18% du protoxyde d'azote, pour vous en donner on ne peut pas le réduire à une question nord-sud, si ça se pose aussi dans ces termes-là. Donc, faire, lors de la COP21 et des négociations de l'agriculture, un enjeu central dans la négociation sur le changement climatique, est bien quelque chose d'important. Parce que, on est, là je caricature, mais on est sorti d'une, enfin je l'espère en tout cas, et je milite pour, on est sorti d'une situation où l'agriculture est l'ennemi juré de l'environnement, comme elle était dans les années 80-90. Il faut dépasser ça. C'est comme ça qu'on en parlait. Impossible de parler d'agriculture dans un milieu environnemental dans les années 90, impossible de parler environnement dans un milieu agricole.
on se jetait des tomates et des œufs pourris à la figure. Après, on a commencé à parler de réconciliation dans les années 2000, et aujourd'hui, on dit que c'est une partie de la solution. Oui, mais comment? Comment on le construit? Comment on va de l'avant? Je vous en donne un exemple. Un de mes collègues, Olivier Roupsard, montre que dans une plantation de café au Costa Rica, si on utilise les règles de calcul pour la forêt, c'est les seuls qui valent aujourd'hui, une plantation de café émet du carbone dans l'atmosphère. Aujourd'hui, alors il a calculé tout ça au niveau du bassin versant, et il montre qu'en raison d'une modification de la biomasse et de la production de biomasse dans le sol et dans l'air, en fait, cette même plantation de café, elle séquestre du carbone, de fait. Donc, c'est pour vous dire à quel point on est quand même encore un peu à l'aube de la production de connaissances par rapport à ces choses-là. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas par rapport à ces choses-là parce qu'elles sont récentes. Pourquoi finalement cette expression barbare d'agriculture intelligente face au climat a émergé? Vous savez qu'elle fait débat, comme si l'agriculture n'avait pas été intelligente auparavant. Elle l'était, bien sûr, mais elle a à se poser de nouvelles questions. Et c'est ça que ça veut dire. Elle en a à se poser, en particulier par rapport au climat. Parce qu'il faut positionner l'agriculture dans les négociations internationales. Deuxièmement, parce qu'il faut pouvoir jouer, et on ne sait pas comment, sur les trois tableaux de l'adaptation, de l'atténuation et de la sécurité alimentaire. Et je ne tombe pas en disant ça dans le leurre du win-win-win-win-win où tout le monde gagnerait à tout, mais bien de poser les conditions et des synergies et des compromis et arbitrages à réaliser. Et donc, du coup, comment mettre ça en place? Alors je sais que la fameuse alliance pour l'agriculture intelligente face au climat, la GACSA, a fait plein de remous et de débats. Je milite personnellement pour qu'il y ait au niveau international un lieu où on puisse débattre de ça, ou des lieux où on puisse débattre de ça. J'estime que c'en est un, et qu'il faut plus chercher à le construire qu'autre chose. Alors, ce même bâtiment a eu lieu, parce qu'on se pose plein de questions, a eu lieu en mars, une conférence mondiale sur l'agriculture intelligente face au climat. Déclaration qui en résulte et qui vise à transposer ou à porter les conclusions de cette conférence dans la sphère politique. Au moment de cette conférence, le porte-parole de notre gouvernement, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a fait une annonce qu'il a baptisée 4 pour 1000 et qu'il veut lancer sur la scène politique dans la perspective de la COP21 comme initiative du gouvernement français. De quoi il s'agit? Le raisonnement est de dire que si on arrive à augmenter le stock de carbone dans le sol de 4 pour 1000 par an, on compense les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Dans le cas contraire, on les double. Donc ce qu'il y a derrière, c'est de dire le sol est un fantastique objet pour arriver, en jouant sur l'ingéniosité des pratiques agricoles, pour arriver à jouer un rôle dans le changement climatique. Mais il ne s'agit pas uniquement, et je fais le lien avec la conférence, de séquestration de carbone qui n'aurait pas à s'émettre, il s'agit aussi d'augmenter la fertilité des sols, de restaurer les terres dégradées et de faire le lien entre atténuation et adaptation et entre dégradation et changement climatique. Pour conclure, je dirais 5 choses en une phrase. 1. Ce qui est en train de se passer est inacceptable et il faut dès à présent anticiper et organiser les transitions. 2. L'agriculture est bien au centre des enjeux, ce n'est pas le seul secteur, mais elle est au centre des enjeux de la planète en termes de renouvellement de ressources, de sécurité alimentaire et de stabilité tout court, donc de développement durable. 3. L'agriculture n'est pas uniquement menacée, c'est un levier d'action. Encore faut-il définir comment et pouvoir le mettre en œuvre. 4. Il y a un besoin de convergence entre les agendas majeurs qui sont en train de se dessiner au niveau international. Je pense aux objectifs du développement durable qui vont être définis, je pense à l'année agriculture
à l'année internationale d'agriculture familiale, je pense aux 3 conventions internationales et au commerce international. Et 5, et ce n'est pas uniquement un réflexe auto-justificatoire, la recherche peut et doit jouer un rôle important. 1, parce qu'il y a plein de zones d'ombre, et 2, parce qu'elle peut jouer un rôle de diplomatie politique et scientifique.